Et bonjour, c'est Romain pour le JBG News de Jeux Varjo à Bordeaux. Ce sera une nouveauté de la semaine, comme d'hab. Deux choses qui manquent, parce que Gigamic ne peut pas livrer en 5 jours à première vue. On n'a pas reçu Gwent ni Kingdom Crossing, donc on le recevra sûrement demain, dans le matinée ou l'après-midi. En tout cas, je croise les doigts, parce que c'est deux sorties assez attendues. Et on va donc faire les nouveautés de cette semaine-là. Et comme on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière, bah, on va faire ensuite les nouveautés de la semaine dernière. Donc si vous voulez que les nouveautés de cette semaine, vous regardez le premier segment et ensuite il y aura le second derrière, tout simplement. Allez, let's go, c'est parti. On va aller vers les enfants parce que ça, c'est trop cool. Cacos Jeu pour enfants à partir de 5, 6 ans, de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif, ce n'est pas des parties très longues, pardon, parce que ça peut être très rapide en fonction de petits gars qu'on voit ici. Et le but, ça va être d'accomplir un maximum de petits contrats qui vont nous demander d'avoir certains cubes colorés sur le plateau. Donc vous allez avoir un plateau en rond comme ça, avec une super tour AD qui se met en 2 secondes. Donc le matos, c'est vraiment assez dingo. Vous allez avoir 6 emplacements, vous allez mettre 6 contrats. Et à mon tour de jeu, ça va être assez simple. Je vais avoir une première action qui va être de prendre des super cubes, donc des genres les gâteaux. Donc soit vous en prenez plein, soit un peu. À savoir, il y a des cubes un peu relous. Par exemple, là, j'ai 3 rouges, c'est pas bon, c'est les piments. Et je vais les mettre dans la tour. Tadam! Trop bien. Hop, on les met bien, voilà. Et ensuite, vous avez... Déjà, vous faites pas ça parce que vous avez perdu. Donc déjà, là, on a perdu. On a fait 0 contrat, c'est pas bien joué. Ensuite, vous avez une action sur 2. Soit vous reprenez des cubes dans un des spots et vous les remettez dans la tour. Soit vous passez un cube d'une zone à une autre. On va dire que je vais prendre le jaune qui était à côté, je vais le mettre ici. Et ensuite, à la fin de mon tour, on va regarder si on a fait des contrats. Ici, en bougeant ce cube, j'ai fait ce petit contrat-là. Donc celui-là, il est fait, il est validé, on le met de côté, un nouveau vient à sa place. Si le nouveau est aussi validé par chance, il est validé aussi, on le sort et on pioche un nouveau. Là, c'est pas le cas. Est-ce qu'avec mes petits cubes qu'on a envoyés, j'ai fait d'autres contrats? Bah oui, là, hop, on a 1, 2, le vert, le rose, hop, ça, c'est validé, et ainsi de suite, comme ça, c'est aussi simple que ça. À savoir, là, je ne l'ai pas fait, mais à chaque fois que vous validez un contrat, les cubes qui ont servi à le valider, vous les remettez dans le sac, bien entendu. Il ne faut pas exagérer, parce que sinon, on peut enchaîner. Voilà, on a encore perdu. C'est fou, ça, hein. Le petit Cacosaurus. À noter, les petits cubes, donc, qui sont blancs, sont jokers, peuvent faire n'importe quelle couleur de cube. Les cubes rouges sont un peu plus embêtants, parce qu'à la fin de votre tour, après avoir mis votre cuillère, faites votre action, une parmi deux, de soit reprendre tous les cubes pour les remettre dans la tour, soit de passer un cube d'une zone à une autre, je vais lancer le dé. Et on va faire un bon 3. Et du coup, je vais prendre Cacosaurus et je vais le mettre devant le petit 3. Et il va tout manger, le glouton. Hop, c'est bon, il n'est pas tombé. Parce qu'au bout d'un moment, cette petite chose va tomber. Parce qu'ils ont fait des prouesses pour moi en termes d'édition. C'était calculé pour que ça tombe à un certain moment quand il y a un certain nombre de cubes. Donc ça, vous le verrez à la maison, nous on a regardé. On était curieux. À noter, si mon petit Cacosaurus serait venu ici. Alors déjà, vu le nombre de cubes qu'il y a, à mon avis, il tombe, il vomit. Mais surtout, il y avait des piments rouges. Quand le Cacosaurus, il mange des cubes rouges qui sont les piments, il n'est pas content parce que c'est pas bon, c'est pas des gâteaux. Du coup, on va relancer le dé et il va aller sur la case numéro 6. Oh non, il y a encore des piments. Et poup. Alors, est-ce qu'on va arriver à le remettre? À mon avis, là, il vomit. Hein. Ah il a vomi. Voilà, on a perdu, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est trop chouette. Hein. Alors, le matos dessert complètement le jeu. Hein. C'est vraiment... Enfin, le dessert, pas le dessert, mais le sert. Parce que la scénographie est assez folle. Vous avez la petite cuillère assez cool dans le petit sac, le petit Cacosaurus comme ça. C'est assez rigolo parce que vous pouvez perdre des parties en 2 minutes. Mais bon, vous la relancez direct parce que c'est fun. Et ensuite, en fonction du nombre de contrats que vous avez fait sur votre partie à la fin, ça vous fait un certain nombre de degrés de fifou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, on a beaucoup aimé. Trop bien. Enfin, franchement, un genre de The Loop pour enfants, quoi, grosso merdo. Très chouette. Nous avons Ritual. Hop.
Un autre jeu coop, comme quoi, ça n'arrête pas, parce qu'après Tech Time, on a Rituel. Je dis Tech Time parce que Rituel va beaucoup s'approcher de ce jeu-là, parce que c'est un jeu coopératif, de communication restreinte. Ouais, ça résonne un peu, mais celui-là est quand même assez différent pour se démarquer par rapport à Tech Time ou d'autres jeux bien avant, vous avez The Crew, etc. Celui-là, il y a vraiment une petite expérience, petite sensation de jeu qu'on n'a pas ressenti dans d'autres jeux, et ça, c'est assez chouette. Alors, votre but du jeu, ça va être d'accomplir 6 rituels chamaniques, parce que vous serez des chamans. Vous prenez une petite carte comme ceci dans la boîte, sachant qu'il y en a 6 avec des 6 visuels de derrière différents. Donc ça, le visuel, c'est juste pour savoir quelle carte rituelle vous devrez prendre. Donc en termes d'édition pour la mise en place, c'est plutôt cool, il n'y a pas besoin d'aller voir dans le livre de règles. Cette petite carte vous dit, il va falloir faire ces 6 rituels. Un joueur va devoir avoir 3 gemmes bleues devant lui, un joueur va devoir avoir 3 rouges, etc. Là, tous les joueurs doivent avoir exactement une gemme bleue, etc. Donc ça, c'est les rituels. Vous mélangez les 6 et à la première manche, vous devrez en faire 1. À la deuxième manche, il faudra en faire 2. À la troisième manche, il faudra faire les 3 derniers. Plus la manche vont avancer, plus vous allez savoir ce qui reste un peu. Donc là, il y aura un peu de déduction. Alors, comment ça va se jouer? Ça va être assez simple, parce qu'avant de faire ce rituel, il va falloir faire des genres de sous-rituels, entre guillemets, des objectifs, parce que chaque joueur va avoir reçu un petit objectif à se cacher, il n'y a que moi qui le connais. Donc, par exemple, celui-ci me demande d'avoir devant moi 2 gemmes vertes, 2 gemmes violettes, 2 gemmes jaunes. Comment ça va se passer? Début de partie, vous allez tous revoir votre petite carte comme ça, la petite carte œil comme je l'appelle. Vous allez recevoir 4 petites gemmes au hasard. Le premier joueur va prendre cette chose et on va lancer un timer. Et oui, c'est timé, du coup il va y avoir une petite pression. Et en plus, dans ce jeu-là, vous parlez mais pas du tout. À aucun moment vous discutez. C'est silence total. On va jouer chacun notre tour et à mon tour de jeu, j'ai une action à faire parmi plusieurs. Soit je mets une gemme sur cette carte-là, soit je reprends la gemme là pour l'échanger, soit je vais prendre une gemme à mon voisin de gauche, soit si un autre joueur a mis une petite gemme sur sa carte, je peux la remplacer par une autre de la réserve. Parce que ça se trouve, le joueur qui a mis sa gemme ici voulait dire que moi je veux pas de violet, donc donne-moi une autre couleur et on verra ce que j'en fais pour essayer de vous indiquer si ça m'intéresse ou pas. Soit vous retournez votre carte rituelle pour dire ça c'est fait. À ce moment-là, on va déverrouiller un petit œil. Hop. Et c'est tout. Après votre action, surtout, passez ce pion-là au prochain joueur. Parce que nous, on a joué et un joueur a oublié de passer ça. Et sauf que vous ne pouvez pas jouer tant qu'on ne vous a pas passé ça. On a perdu genre 10 secondes. Parce que la personne nous regardait en mode C'était assez rigolo. Bref. Alors, le petit intérêt du jeu qui est assez fou, parce qu'on parle des petits objectifs perso là, pour faire un rituel, il faut seulement 3 joueurs les fait. Donc pour moi, le jeu est ouf à 4, 5, 6. Après, il marchera très bien à 2. Il y a une variante qui marche très bien. Et à 3 joueurs. Mais à 4, 5, 6, vous avez vraiment le ressenti de... il y a des joueurs qui peuvent voir que leur objectif il va être trop dur à atteindre. Et du coup, ils vont se retirer, entre guillemets, se mettre en arrière pour le profit de la communauté, entre guillemets. Et du coup, c'est assez chouette comme sentiment, parce qu'on ne le retrouve pas souvent dans des jeux coopératifs. Et tout ça dans le silence en plus le plus total. Donc c'est vraiment une sensation de jeu vraiment cool. Une fois qu'un joueur a fait son rituel, il va prendre la carte grand rituel qu'il faut faire, il la regarde, il la met devant lui. Donc là par exemple j'ai pioché, il faut que ce soit moi qui ai 3 gemmes vertes. S'il y avait 2 rituels à faire, on avait fait ça comme ça, le premier joueur aurait pris le premier rituel, et le deuxième joueur a validé son objectif, prend le deuxième rituel. Une fois que ce rituel est fait, c'est la fin de la manche. Si c'est la troisième manche que vous avez fait les 3 derniers, c'est la fin de la partie, aussi simple que ça. Bref, du coup chouette. Rituel, franchement, faut pas hésiter, c'est par Paladis Game, donc c'est une maison un peu plutôt éco-friendly, donc c'est assez cool qu'ils sortent un jeu de cette trempe, ça va sûrement les booster un peu. À savoir, ils ont fait aussi pour les daltoniens, merci, ils n'ont pas besoin de voir les couleurs parce que chaque couleur de cube a sa forme bien particulière. Donc ils ont fait attention à ça aussi et ça c'est plutôt chouette. Si vous aimez les jeux coop comme ça ou si vous voulez essayer et ressentir des trucs que vous n'avez pas forcément ressenti sur d'autres jeux de société, Rituel c'est très chouette. On va passer normalement par ici. Tout le monde se souvient de ça, Zénith, un des très bons jeux de joueurs qui est sorti cette année en genre initié. Il reçoit
sa petite extension. Et oui, sous forme de petit booster. Ouais, ça, la mode, hein, tout le monde le fait, mais il faut reconnaître que c'est vraiment trop bien. Du coup, bah, ça va vous rajouter 2 cartes par couleur, donc faction, donc ça fait 10 cartes en tout. Vous avez dans chaque faction, du coup, une carte qui coûte 0 et une carte qui coûte 5. Ça va avoir des effets nouveau, surtout en fonction du truc jaune là, mais si c'est l'autre qui l'a. Au contraire que normalement dans le jeu de base, la plupart du temps, c'est que, enfin c'est tout le temps, c'est vous qui l'avez. Donc c'est assez cool. Le truc à 0 en plus vous permet de assez vite, plus tard, d'avoir des réductions sur la prochaine carte de la même couleur. Bref, vous êtes déjà joué, vous comprenez. Donc ça, c'est dispo, c'est de la balle, faut pas hésiter. Moi je mets une petite pièce pour Zénith en nominé initié clairement. Pour l'Asdor, bien entendu, je parle. Et du coup, on va voir la dernière nouveauté, parce que on n'a pas reçu G-Gramic, dossier criminel. Donc, si vous êtes féru d'enquête et que vous ne connaissez pas cette gamme, sachant qu'on là, on les a plus tous, mais on va bientôt la recevoir le restant. Si vous ne connaissez pas les jeux d'enquête, dossier criminel, pour nous, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans les jeux, en mode, vous ouvrez l'enveloppe, vous avez plein de matos à ouvrir et vous faites votre enquête, vous regardez, vous faites des liens, etc. On les a tous essayés en boutique et nous-mêmes, et c'est celui-là qui est ressorti clairement au-dessus, quoi. Du coup, là, c'est le nouveau, ça va être dans l'univers de Stranger Things, donc dans le patelin aux US bien pourri. Vous allez retrouver l'univers, les gros monstres et tout le tralala. Donc c'est dispo, un poil plus cher, parce que les classiques sont à 30, là c'est à 32, et encore ça va, je trouve, pour une licence, c'est ok. Ça aurait été 35, ça m'aurait absolument pas choqué. Pour ceux qui connaissent pas le principe, j'en ai un peu parlé, vous ouvrez plein de matos en mode réaliste, coupure de journaux, rapport d'autopsie, etc. Une fois que vous avez répondu aux bonnes questions, vous allez pouvoir rouvrir une autre enveloppe, re-matos, re-observation, re-petites questions, etc. comme ça, jusqu'à se résoudre l'enquête entière. Donc, de ces criminels, franchement, valeur sûre dans les jeux d'enquête, clairement. On est bon pour les nouveautés de cette semaine. Maintenant, on va passer aux nouveautés qui sont sorties la semaine dernière et où on a eu notre souci technique de la vidéo. Impossible de l'ouvrir pour monter. Du coup, on va se lancer dedans. Et du coup, c'est le tour des nouveautés de la semaine dernière. Suivez-moi. C'est parfait pour Halloween. Terrorscape, un jeu de 2 à 4 joueurs en mode 1 contre tous. Un joueur va jouer l'assassin qui se trouve de l'autre côté, parce que oui, il y a un autre plateau de l'autre côté. Et tous les autres seront les survivants. A noter, si vous êtes 1 ou 2, vous gérerez quand même 3 survivants. Et à 3 survivants, c'est 1 chacun tout simplement. Alors, on va parler, en premier survivant, on est devant. Du coup, le but du jeu, pour le gros affreux, là, c'est au moins de zigouiller un des survivants. Le but des petits survivants, parce que à côté du bonhomme, là, ils sont un peu petits quand même, hein, ça va être soit de réparer la radio, qui est ici, donc de faire 5 actions qui permettent de mettre des petits écrous. À noter, vous allez pouvoir l'accélérer avec diverses cartes objets que vous pouvez récupérer sur des actions plus tard. Et à ce moment-là, vous avez envoyé votre symbole de détresse. Allô, on est en train d'essayer de nous tuer. La police, pam, 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 va arriver. Vous allez le mettre sur cette superbe maison qui sert à plein de choses, vous allez voir. Donc déjà un séparateur pour pas voir qui est où, etc. Et vous allez devoir encore survivre 5 tours. Si vous avez survécu 5 tours, après le petit signal de détresse, vous avez gagné la partie. Donc ça, c'est la première façon de gagner. Ensuite, l'autre façon de gagner, ça va être de trouver des clés. Donc pour ça, vous allez avoir des piles d'objets que vous pourrez récupérer à chaque tour, et surtout, dans certaines salles, vous allez pouvoir piocher une carte de la pile clé. Donc ça va être souvent des clés, mais ça peut être aussi des objets divers et variés. Si vous récupérez une clé, vous la mettez ici. Et à noter que si vous avez 5 clés, c'est un pas vers la victoire, parce que vous n'avez pas encore gagné. Il va falloir ensuite les utiliser, c'est-à-dire soit aller dans votre pièce de départ à l'entrée du manoir, donc vous pouvez maintenant sortir et vous gagner la partie, soit ça va être d'aller ici dans le petit jardin pour sortir par la sortie cachée. Mais pour sortir par là, il faudra trouver dans les objets la carte du manoir secrète. Voilà, aussi simple que ça. Alors, comment ça va se passer? Les survivants vont jouer chacun. Et un tour du survivant est assez simple, vous avez une action à faire parmi plusieurs. Soit vous vous déplacez, donc de 1 à 2 pièces.
parce que le plateau va être découpé en pièces, en mode un peu mode Cluedo, entre guillemets. Vous allez avoir les petits segments blancs qui sont les portes, et du coup, bah, vous savez très bien comment on peut se déplacer. Donc ça, c'est la première action. Deuxième action, si vous êtes dans une salle qui comporte une case clé, bah, vous pouvez faire l'action fouille, je vais ramasser une clé. Et c'est à ce moment-là qu'on pioche bah, les fameuses cartes qu'on a ici, j'ai une clé. À savoir, les clés, bah, c'est métallique. Quand vous fouillez, ça fait du bruit, quand vous la récupérez, ça fait du bruit. Du coup, vous allez générer, ce faisant, un petit token de bruit dans la pièce où vous avez fait l'action, où vous avez trouvé la clé. Donc ça, c'est hop. Autre action aussi, si notre ami sanguinaire a mis une barrière sur une porte, bah, vous allez pouvoir l'enlever. Autre action, ça va être si vous êtes dans la salle où il y a la radio, donc c'est dans le salon, vous pouvez faire l'action de la radio, donc la réparer. Pareil, vous réparez, ça fait un bordel monstre, parce que vous n'êtes pas très doué, du coup, petit symbole de bruit. Dernière action, avant-dernière action dispo, pardon, ça va être un joueur retire tous ses jetons frayeurs, donc ça on y viendra après ce que c'est exactement, mais c'est mieux de les enlever. Et dernière action, bah, c'est l'action spéciale. Si votre personnage a une action spéciale sur sa petite tuile perso, donc comme Mademoiselle Sophia Scott, qui, elle, pour exemple, peut emprunter les passages secrets. Parce que sur le plateau, vous avez un petit 2 là, vous pouvez rejoindre, un petit 1, vous pouvez rejoindre. Normalement, les autres, il n'y a que elle qui peut les emprunter. Ou alors, vous avez un objet qui a dessus, en mode action spéciale, hop, vous l'activez, aussi simple que ça. Parce que vous allez pouvoir porter chacun 3 objets, à part Mr. Johnson, qui a un gros sac à dos qui peut en porter 6. Mais bon, ça, c'est les spécificités des persos. Donc, ça, c'est le tour du survivant. On fait une action parmi toutes celles-là. Et ensuite, on va dire à l'affreux en face, au joueur qui joue l'assassin, qu'on a fait du bruit. Mais dans quelle pièce ? On a fait du bruit en R2. On a fait, pas de bruit là pour le moment, on a fait du bruit en B1. Du coup, le joueur qui joue de l'autre côté, l'assassin, va pouvoir prendre les mêmes tokens, parce que lui on en aura aussi, et pour dire, bon ok, ils ont fait du bruit là, mais je sais pas pourquoi. Bon, dans le salon, on se doute que c'est pour réparer la radio, ici peut-être pour réparer la clé, mais on peut peut-être trouver d'autres objets à certains autres endroits qui peuvent faire du bruit, etc. Du coup, ça va être un jeu pour un peu l'assassin, un peu de déduction pour essayer. Ok, il y a du bruit là, donc c'est le deuxième tour, ils ont dû se déplacer comme ci, comme ça, et ça va être à lui d'essayer de trouver où ils sont et de venir les labourer. Du coup, on va passer au tour de notre cher assassin, le meurtrier. Hop. Du coup, lui, il n'a pas des petits standees, c'est juste des petits jetons pour symboliser les persos qui sont là-bas. Il sait que ils ont commencé dans cette salle-là. Lui, il commence ici. Du coup, comment ça va se passer pour lui ? Ça va être assez simple. À son tour de jeu, déjà, lui, ça va être via des petites cartes actions qu'on aura ici. Donc, il a un petit deck de cartes. Chaque meurtrier a un petit deck de cartes parce que vous avez plusieurs salauds, entre guillemets, enfoirés, genre qui veulent vous buter, quoi. Donc, vous avez le spec qui est beaucoup moins fort, parce qu'elle a que 2 de force initiale, mais qui se déplace beaucoup plus vite et qui peut plus facilement se cacher, donc les autres joueurs ne pourront pas track où elle est, parce qu'à chaque fois que normalement le méchant se bouge, il va dire que je me suis bougé en B2 aux autres. Les autres, ils entendent le mec, il a une grosse tronçonneuse, il fait du bruit, forcément ils savent où il est, quoi. Et vous avez l'assassin qui est un peu entre les deux, qui tape un peu plus, qui peut un peu plus se camoufler que le boucher, parce que le boucher, lui, c'est genre le mec qui court et qui défonce. Lui, il se cache pas. Il est là pour ça, quoi. Bref, vous avez une main, 2 cartes, et ces cartes ont des petits symboles. Sur le bas, vous avez un petit sablier vert, vous avez les petits trucs, les petites flèches bleues, et vous avez des cartes à éclairs. Du coup, déjà, en début de tour, on va checker si vous avez des cartes éclairs. Si vous avez des cartes éclairs, vous avez l'option de la jouer. Bon, souvent, vous allez les jouer. Et vous faites ce qui est écrit dessus. Ensuite, autre action, vous allez pouvoir faire 2 actions parmi se déplacer et chercher. Donc vous pouvez très bien vous déplacer comme ça et vous redéplacer comme ça. Ou vous déplacer comme ça et chercher. Parce que l'assassin, même s'il entre dans une scène et qu'il y a un autre joueur, il ne le voit pas. Parce que comme on le dit, les survivants, ils sont pas bêtes. Et du coup, ils se planquent. Et du coup, le mec qui arrive avec la grosse tronçonneuse, faut quand même qu'il cherche un peu genre en dessous de la table, parce que sinon, il regarde pas vraiment, quoi. Si il cherche, les joueurs vont lui dire effectivement, il y a quelqu'un, et donc là, c'est phase de combat. Vous allez avoir un petit plateau sur le côté qui traque le niveau de l'assassin, parce que le petit assassin, le tueur en série, il va, au fur et à mesure de la partie, augmenter de niveau et donc débloquer des petits pouvoirs spéciaux. Par exemple, lui, au niveau 2, il a plus 1 de force. Au niveau 3, il débloque une capacité un peu salaud, quoi. Au niveau 5, normalement, s'il est au niveau 5, vous n'êtes pas bien, quoi. Vraiment.
et on traque sa force. Du coup, comment ça va se passer? S'il cherche et qu'il trouve quelqu'un, on va faire une petite attaque, c'est assez simple, on regarde la puissance de base de notre assassin et si elle a été boostée par d'autres cartes, et le survivant à attaquer, il va lancer les dés dans la tour AD. Et oui, ça fait tour AD aussi. On regarde, là que j'ai eu 1 et 1, donc ça fait 2 contre 5. Pas ouf. Du coup, hop, lui, il va perdre un point de vie. On va retourner sa tuile sur ensanglanté. Si un joueur reçoit encore un dégât et qu'il est déjà ensanglanté, il dégage et la partie est perdue. C'est l'assassin qui l'emporte. Si par contre, en cherchant, il ne trouve personne, il va pouvoir jouer ses cartes avec le petit sablier vert à ce moment-là. Et du coup, ça fera des effets que je vais décrire un peu après. Et sinon, à la place de se déplacer ou de chercher, l'assassin peut jouer les cartes avec le petit symbole flèche bleue. Et à ce moment-là, il fait les effets de la carte. Dans les effets, il va y en avoir plusieurs. Il va pouvoir poser des barricades pour gêner le déplacement des autres joueurs. À noter que lui peut passer les barricades sans faire d'action, il s'en fiche, mais il va la détruire au passage parce que il la démonte, quoi, forcément. Il va pouvoir aussi faire des genres de fouilles, entre guillemets, parce que le manoir est divisé en plusieurs salles. Vous avez une salle bleue, une salle verte, une salle rouge. Il va pouvoir dire, je fouille dans tel pâté de pièces, donc dans le pâté bleu. Les autres joueurs vont devoir lui dire, effectivement, il y a 1 ou 2 ou 3 personnes dans ce pâté, mais on lui dit pas où, etc. Il va pouvoir aussi mettre de la frayeur aux joueurs, donc c'est les petits marqueurs qu'on a noté tout à l'heure. Donc en dépendant des cartes, genre je mets de la frayeur à tous les persos qui sont adjacents à 1, du coup les joueurs ils vont mettre les petits marqueurs là, du coup déjà lui, il peut un peu déduire, bon, il y en a 1 voire 2 dans la petite zone, parce qu'ils ont pris de la frayeur. Il va pouvoir aussi, je ne sais plus, mais je crois que j'ai tout dit en vrai. Hop, bloqué, c'est ça. Normalement, j'ai tout dit. Et du coup, ces jetons frayeur, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, quand on est attaqué par l'assassin, parce qu'il est dans notre pièce et il a cherché, vous lancez un dé de moins que chaque jeton frayeur vous avez. Vous pouvez en avoir 2 de max, donc vous lancez que 2 dés. Normalement, vous n'êtes pas bien. Et à noter que si vous avez 2 jetons frayeur, à chaque fois ensuite que vous vous déplacez, vous faites du bruit. Et vous tremblez, vous faites tomber des trucs parce que vous êtes genre en mode vraiment pas bien psychologiquement. Et du coup, vous faites du bruit. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile à l'assassin de vous traquer. Donc l'action de retirer ce jeton frayeur, c'est quand même pas si mal. Voilà. Normalement, vous savez tout, j'ai à peu près tout dit. À noter, dès que votre deck est vide, parce que vous avez joué toutes les cartes, vous avez pioché toutes vos cartes, vous augmentez de niveau du côté de l'assassin et vous remélangez votre défausse, ça redevient votre deck et on est reparti pour un tour. Donc c'est vraiment très cool, très immersif. Pour le prix, en vrai, on était choqués. Nous, on a vu la boîte, on a fait ouais, c'est un truc à 100 balles, ça va être chaud quoi. Non, 55 € et franchement, ça vaut le détour rien que pour le matos. Pour l'immersion, parce que vous avez vraiment une petite sensation de cache-cache, de déduction et tout, c'est vraiment trop chouette. On vous recommande ça à fond. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, autre sortie, quand même assez marquante, c'est notre ami Unlock. Hop, vous allez la voir, c'est le dernier Unlock du coup, sorti de l'année, toujours à la même période, donc c'est assez attendu. Unlock Enchanted Adventure, du coup, toujours la formule, 3 scénarios, un facile, un moyen, un difficile. Vous en avez un en mode un peu, comme je me dis, en mode Vaiana, vous êtes dans une île paradisiaque très chaude, et dans le volcan, il y a un mec esprit de feu qui n'est pas content, donc il va falloir faire des trucs. Vous avez dans le niveau moyen la course aux jouets, vous avez des enfants, vous n'avez pas de thunes, mais vous voulez aller jouer, donc il va falloir essayer de trouver de la thune pour aller jouer. Et Camelot, ça va être dans l'univers éponyme de Camelot, Roi Arthur, tout ça. Donc c'est assez cool. Moi je suis bien hypé par le 3e, même si j'aime pas les escape games, donc je le ferai pas. Mais ceux qui aiment, c'est quand même assez cool. C'est Unlock, c'est le grand classique. C'est assez cool. Hop, j'ai oublié quelque chose. Hop, mais enfin oublié non, parce que j'y pense. Mais vous connaissez Magic Maze? Je pense que ça, tout le monde connaît. Et voici la version Pocket, parce que Magic Maze c'est quand même trop cool pour ceux qui ne connaissent pas trop. Petit jeu coopératif où vous êtes des aventuriers qui partaient à l'aventure, mais vous avez oublié votre matériel, vos épées, vos sacs, vos boucliers. Du coup, vous êtes un peu embêtés. Du coup, vous dites, c'est une bonne idée, on va aller au centre commercial du coin et voler le matos qu'il nous faut. Oui, parce que dans les centres commerciaux à l'époque, on vend des épées et tout le train-train. Le petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir un plateau avec des cases qui symbolisent le fameux centre commercial. Certains points, il va falloir aller pour ramasser les objets qu'il vous faut et sortir avant que le mec de la sécu il vous chope. Le petit problème, c'est que vous avez des petits bonhommes, des petits pions en bois qui symbolisent les persos, et chaque joueur peut bouger n'importe quel perso, mais que d'une seule façon. Tiens, je peux le faire aller que vers la gauche, que aller vers la droite, que vers le haut. Moi, je peux lui faire prendre le comment on appelle ça là
escalator, voilà, merci, un escalator. Et vous allez devoir programmer un peu vos actions, mais sans parler pendant la phase de programmation, et surtout sous un timer. Donc de la pression, du fun après quand vous révélez les actions en mode oh putain ça se met trop mal, ça marche pas, ou vous êtes trop content parce que ça se met trop bien, vous êtes en diapason avec votre coéquipier. Du coup c'est un très bon jeu à emporter partout en mode vacances, soirée, apéro. Et du coup bah maintenant c'est possible, parce qu'avant c'était un peu gros, bah maintenant il y a la version Pocket. Donc si vous aimez bien celui-ci, ou si vous l'avez pas, bah vous avez la version Pocket pour l'emmener partout avec vous. Allez, plus gros jeu maintenant. Plus gros. Ah non, on va s'arrêter là. Hop, on fait un peu de JDR quand même, on n'en parle pas souvent en vrai, mais là on s'est dit, c'était cool quand même d'en parler. Vous avez Donjons et Chatons, mais la boîte de découverte, donc la boîte d'initiation grosso merdo. Du coup dedans, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure dans ce petit univers tout doux, mais un peu chafouin peut-être. Vous avez une campagne à peu près pré-tirée avec des petits scénars, des personnages aussi pré-tirés, des règles beaucoup plus concises que entre guillemets le jeu de base, même si elles ne sont pas non plus très compliquées. Du coup, on vous recommande à fond, c'est à partir de 7 ans, c'est ça qu'il faut noter. Du coup, vous pouvez jouer avec des enfants, avec la famille, enfin bref, voilà, si vous voulez faire découvrir des choses à un public un peu plus petit que pour le jeu de rôle traditionnel, disons ça comme ça, bah, Donjons et Chatons, la boîte de découverte, ça sort. Et du coup, je disais plus gros juste avant, parce qu'on est passé ça et il fallait que je le fasse quand même. Hop là. The Druid of Fedora. Du coup, le dernier Stefan Feld. Pour ceux du fond qui ne connaissent pas qui c'est le mec qui a fait les châteaux de Bourgogne. Voilà, ça se pose là, c'est quand même un grand monsieur, parce qu'il fait des grandes choses. Il a fait Civolution un peu plus tôt, parce que le Château de Bourgogne, c'est assez vieux. Il a fait Civolution, c'était cette année, je crois, en début d'année. Gros jeu aussi, beaucoup trop gros à mon goût d'ailleurs, mais bon, ça c'est comme ça, mais c'était très bien. Bref, donc les Druides d'Edora, ça sort, c'est de 2 à 4 joueurs. Et si vous aimez les jeux, entre guillemets, faciles d'accès, mais avec une tension permanente sur le plateau, une tension au niveau de vos ressources pour faire vos actions, et plein d'interactions entre les joueurs, et que vous aimez les néo-cerveaux, parce que c'est quand même du coup un jeu expert, bah, je vous recommande celui-là vraiment parce que ça marche de feu de Dieu. C'est vraiment très cool. Et il est déjà en rupture auprès de Ravensburger, l'éditeur, du coup, si vous le voulez, dépêchez-vous. Voilà, bref. Du coup, de quoi ça parle? Donc, Druid of Terra, bah, nous sommes des druides. Et oui. Vous allez avoir un plateau qu'on voit un peu ici, mais j'espère que mon collègue qui filme va pouvoir mettre le super plateau devant vos yeux ébahis. Ce plateau est divisé en clairières. À noter, les tuiles sont recto verso, parce que le plateau c'est un assemblage de tuiles, et les tuiles ont soit 2 ou 3 emplacements si vous êtes que 2 joueurs, soit 3 ou 4 emplacements si vous êtes 4 joueurs. Donc ça tourne très bien à 2, 3 ou 4 sans aucun souci. Les emplacements des clairières, bah, c'est simplement les actions. Donc votre but, c'est de marquer un maximum de points avant la fin de la partie, forcément. On va jouer chacun notre tour, et comme c'est un jeu de Monsieur Stefan Feld, c'est un jeu où on va lancer des dés. Mais, petite particularité, la première, vous allez lancer vos dés au début de la partie, mais une seule fois. Vous allez en lancer 12 ou 16, je ne me rappelle plus exactement du nombre. Vous les lancez, vous en aurez 4 pour vous au début de la partie. Tous les autres sont débloqués. Donc il va falloir les débloquer pour pouvoir continuer à jouer. Alors, comment ça se passe? On va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, bah, j'ai mon druide qui va se balader sur le plateau. Donc, entre les clairières, vous avez des chemins à blanc, et des fois, il traverse des forêts, entre guillemets, claires, et des fois, il n'y a plus vraiment de forêt claire, c'est très sombre. Ça va directement impacter votre coût de déplacement, parce que le premier truc à payer, ça va être votre déplacement. Vous allez payer un certain nombre de nourritures, c'est comme ça qu'on va payer le déplacement, pour chaque route que vous empruntez, pour chaque clairière que vous allez passer sans vous arrêter, et surtout bah, les routes qui passent par les chemins, les zones sombres coûtent plus cher que les routes dans les forêts claires, forcément. Une fois que vous avez payé pour vous déplacer, vous arrivez dans une zone, bah, vous placez un de vos dés sur un des emplacements d'action disponibles. Je baye, autant pour moi. À noter, vous ne pouvez placer qu'un seul dé par clairière. À noter, il existe pas mal d'actions différentes, et elles ne sont pas toutes représentées tout le temps, parce que vous n'avez que 3 ou 4 cases à chaque fois. Du coup, ça va être la grosse bataille. C'est pour ça que je parlais de tension au niveau
du plateau, parce que bah, vous n'allez pas arrêter de chasser les bonnes actions qu'il vous faut à tel moment, tel que l'autre va s'installer. Il y aura de la majorité aussi pour les points de victoire à la fin. Bref, voilà. Il y a de l'interaction ici, c'est tendu. Il faut aimer le truc bien comme ça. Bref, vous avez payé votre nourriture pour vous déplacer, vous placez votre dé sur l'action que vous voulez sans changer sa face, parce que avant de faire l'action en question, vous allez payer de la nourriture en fonction de la valeur de votre dé. Vous mettez 6, vous payez 6 nourritures, c'est beaucoup. Vous posez un 2, bah vous payez 2 nourritures. Et si, en plaçant votre dé, vous n'êtes pas le plus gros dé présent, c'est-à-dire vous n'avez pas le dé avec la plus grosse valeur, vous donnez 2 points de victoire au joueur que lui qui est déjà là et qui a le dé le plus fort. Par contre, si c'est vous qui mettez un dé avec la valeur la plus haute, c'est vous qui gagnez 2 points de victoire. Et ensuite, vous faites votre action. Les actions beaucoup. Vous avez l'action de la serpe. Vous allez choper des petites serpes et concocter des potions. Serpe ou c'est le gui, ça? Je crois que c'est le gui, pardon. Vous allez choper du gui et faire des potions. Vous avez plein de potions sur le côté. Elles ont un coût en gui de différentes valeurs, parce que bah, plus la valeur est élevée, plus ça peut être des effets puissants. Vous avez l'effet... alors je crois que c'est la serpe, du coup. On va pas désigner les noms techniques, hein. Voilà, on va faire ça. Vous allez pouvoir avancer un petit marqueur sur votre plateau joueur qu'on voit ici. Plus vous l'avancez, plus vous allez débloquer des petits jetons qu'on a là. Vous les débloquez par paire parce que vous allez les mettre sur une genre de petite grille qui est à côté de vous, donc c'est un autre plateau joueur pour vous, avec des capacités. Parce que vous allez dire que bah, cette capacité, je la valide maintenant, mais vous allez devoir faire en sorte qu'une autre capacité ne sera pas valide de la partie, puisque vous allez mettre le jeton face cachée. C'est des capacités qui vont vous permettre de faire diverses choses, mais mieux. Enfin, les choses qu'on fait de base, mais mieux. Ou avec des réductions, ou avec des petits combos supplémentaires, etc. Parce que vous avez un jeu où il y a pas mal de petits bonus à grappiller un peu partout pour faire des trucs supplémentaires en plus de l'action que vous faites, donc ça c'est cool là-dessus. Vous allez faire l'action de pouvoir poser un dolmen, donc ça va vous permettre de ouvrir aussi des bonus. Vous allez pouvoir faire l'action aussi de choper un médaillon. Donc vous avez un médaillon reconstitué qui est fait de 6 parties. Chaque action que vous allez faire, vous prenez un médaillon, donc un différent, et à la fin de la partie, bah, vous gagnez un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de morceaux de médaillon que vous avez. Vous allez pouvoir augmenter sur une piste le savoir. Plus vous augmentez sur cette piste, mieux c'est, parce que c'est un multiplicateur pour la fin de la partie. Donc ça, je vais y revenir après. Et surtout, ça peut trancher des égalités, donc, ce qui peut être assez utile, vu que le jeu, on va sortir assez souvent, en tout cas sur le plateau. Vous allez pouvoir poser, donc j'ai parlé des minions, vous allez pouvoir poser des dolmens, il y a des noms, je ne me rappelle plus. Les trucs qu'on voit ici, quoi, une autre structure à l'emplacement où vous êtes. Vous déclenchez le bonus que ça donne et aussi tous les bonus précédents des mêmes structures que vous avez construites. Du coup, bah, plus vous construisez cette même structure, bah, plus vous avez de bonus quand vous le faites de nouveau. Et vous avez l'option aussi de prendre beaucoup de nourriture, c'est genre 12 ou une autre contrepartie. Et enfin, vous avez les tuiles objectifs. Vous avez un petit marché de tuiles objectifs à prendre. Vous prenez ce qu'il vous faut. À noter, c'est premier arrivé, premier servi, et ça déclenche aussi 2 autres petits bonus. Et aussi, vous avez l'action forcément de débloquer votre dé. Bah, c'est ça, c'est soit vous gagnez votre 12 nourritures de mémoire, soit vous débloquez un dé. Du coup, il va falloir bien gérer, parce que il va falloir de la nourriture assez souvent, parce que les déplacements, poser le dé, ça coûte de la nourriture, et pas qu'un peu. Et il va falloir aussi débloquer les dés au fur et à mesure, parce que si vous n'avez plus de dés, vous allez faire l'action du pauvre, et c'est pas bien. On n'aime pas les actions du pauvre. Bref, vous avez compris l'idée. À la fin de la partie, du coup, les points de victoire, ceux que vous avez sur votre plateau via les objectifs, via le médaillon, et via d'autres choses comme ça. Vous avez aussi gagné des points de vie... Ah non, il y a des... Ah, regarde, il y a tellement de trucs. C'est ouf. Vraiment, ça fourmille de trucs. Vous pouvez aller partout. Mais c'est ça qui est chouette. Hein. Il va falloir vraiment un peu tout calculer, quoi. Vous avez... donc, on va attendre pour la fin de la partie. On va revenir sur 2 petits détails du plateau. Vous avez des genres de dolmens, du coup. Là, c'est des vrais dolmens. Genre les 2 cailloux comme ça, et on met un caillou au-dessus, là. Genre Astérix, quoi. Sur les bords du plateau, il y en a plusieurs. Ils sont de différentes couleurs et par paire. Si, avec un chemin 2D adjacent, vous reliez un dolmen de la même couleur que l'autre dolmen que vous avez relié avec ce chemin, vous prenez ces 2 dolmens. Ça fera des points de victoire à la fin de la partie. À noter entre les clairières, du coup, dernière chose, j'aurais dû regarder le plateau un peu plus tôt pour en souvenir, vous avez des feux de camp. Si vous êtes le premier joueur à installer un dé sur chaque emplacement à côté de ce feu de camp, vous récupérez tous les bonus de ce feu de camp et les autres n'auront que dalle. Voilà. Fin de partie.
on y revient. Point de victoire sur le plateau, les objectifs, le médaillon, les capacités que vous avez bloquées, etc. Et surtout, vient la majorité. Parce que là, on va regarder clairière par clairière qui a le plus gros dé. Le joueur qui a le plus gros dé chope toutes les structures qui ont été construites dessus, tous les dés, et on va faire ça clairière par clairière. Et tout ce que vous avez reçu, bah, vous allez le multiplier d'une certaine façon en fonction de votre avancée sur la piste savoir dont on a parlé au préalable. Voilà, c'est à peu près les druides d'Edora. Je pense qu'on est même bien plutôt pas mal. Comme j'ai dit, très tendu, parce que bah, la nourriture, ça, il va falloir bien calculer. Quand vous lancez vos dés, bah, vous savez ce que vous avez au début. Est-ce que vous avez pas mal de gros dés? Oui, donc les majorités, vous allez pouvoir plus facilement les gagner, mais ça va vous coûter cher, donc il va prévoir ça. Est-ce que vous avez des petits dés? Oui, bah du coup, il va falloir pas tout miser sur les majorités et essayer d'aller plus divers et variés et de pas construire, enfin de pas mettre vos dés à chaque fois où l'autre s'est installé. Donc là, il y aura encore plus, il y aura aussi d'interaction à ce propos-là. Vous avez des petits bonus qui vous permettent de retourner les dés, mais franchement, même si vous avez que des petites valeurs, la partie est complètement jouable. Faut pas se dire, j'ai fait que des 1, zut. Non, ça, la valeur est pas si importante que ça en vrai. Et ensuite, bah, sur le plateau, vous avez masse interaction, masse calcul. C'est vraiment très chouette. Nous, enfin, c'est Ben et David qui ont joué. Ils ont adoré leur game, vraiment. Du coup, on vous recommande The Druid of Edora, clairement, sans aucun problème. Mais gros jeu, quoi. Voilà, faut aimer réfléchir. Et le dernier, du coup, l'avant-dernier, pardon, d'ailleurs. Oh là là, on oublie tout, on est le soir, on est fatigué. Les Caprices du Roi. Du coup, ouais, on vous avait dit qu'on n'avait pas pris Insurrection parce que bah il y avait d'autres jeux qui sortaient du même goût, qui utilisent la mécanique de Fantasy Realms. Bah, les Caprices du Roi le fait aussi, et à notre sens, on a préféré celui-ci que Insurrection. Du coup, bah, on n'a pas pris l'un et on a pris l'autre. Ça, c'est des choix, parce qu'on ne peut pas tout prendre forcément, et de toute manière, on a trouvé celui-là un peu plus cool. Alors, l'idée, c'est que vous allez avoir une main de 7 cartes, qui seront des cartes personnages comme ceci, et il va falloir essayer de marquer un maximum de points de victoire avec ces 7 cartes dans votre main. Donc c'est un jeu où vous allez construire votre main au fur et à mesure de la partie. Vous avez de base 2 cartes objectifs qui sont ici, qui vous disent que bah, vous allez gagner des points de victoire en fonction des castes. Donc chaque couleur de carte représente une caste. Du coup, avec cet objectif, plus vous avez de cartes dans votre main qui sont de la même caste, plus vous gagnez de points. De plus, vous savez que vous faites des points aussi en faisant la plus longue suite possible. 1, 2, 3, 4, 5, ça, on vous la fait pas. À noter, premier truc assez cool, moi j'ai trouvé, vous avez une petite aide de jeu parce que dans chaque cast, vous n'avez pas forcément toutes les valeurs, ni les mêmes en fonction de la quantité. Enfin, en fonction différentes valeurs. Bref. Du coup, déjà, bah, vous allez pouvoir un peu track ce qu'il vous faut dans votre suite par rapport à ça, par rapport à ce qui est passé, etc. Et ensuite, on a 4 autres objectifs. 1, 2, 3, 4. À noter, dans la boîte, vous en avez plein différents, donc ça permet une bonne rejouabilité là-dessus. Première manche, on va découvrir le premier. Deuxième manche, on va découvrir le troisième. Quatrième manche, troisième manche, on va découvrir le troisième, pardon. Et quatrième manche, on va découvrir le quatrième, et on va jouer 2 manches de plus. Et du coup, il va falloir bien s'adapter à ce qui se passe, parce que ça se joue, bah, comme vous l'aurez compris, en 6 manches. Vous allez à chaque manche changer uniquement 2 cartes, et, enfin une carte de votre main avec une autre, quoi, grosso merdo. Et du coup, il va falloir bien s'adapter, mais plus un objectif est révélé tard, bah, moins il donne 2 points. Du coup, si le dernier favorise quelqu'un plus que d'autres, c'est entre guillemets pas forcément très grave, parce qu'il donne vachement moins de points que d'autres. Et comme vous en avez beaucoup dans le truc, vous avez pas mal d'objectifs qui peuvent se contredire. Et du coup, il va falloir aussi faire des choix, en plus des choix de cartes, bah, des choix d'objectifs. Qu'est-ce que je laisse tomber, qu'est-ce que je laisse pas tomber, etc. Alors maintenant, on va parler du gameplay. Donc ça dure 6 manches. Et à chaque manche, on va jouer chacun une fois. Déjà, premièrement, on révèle l'objectif. On prend une carte qui est ici et qu'on met au centre de la table face visible. Donc ça, c'est en mode décompte tour, comme ça on n'oublie pas qu'il y a 6 manches. Et le joueur actif a une option parmi plusieurs. Soit il peut piocher une carte à l'aveugle, de la pioche, il la met dans sa main et il défausse une autre carte. Quand vous défaussez, vous la mettez au milieu. Soit il peut prendre une carte du milieu et défausser une autre au centre de la table. Soit, j'ai pas mis ces 2 cartes par hasard, il peut rallier. Alors rallier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas toucher à votre main ce tour-ci. S'il y a une carte verte ou
orange au centre de la table, donc une carte paysanne ou artisane, vous allez pouvoir faire l'action de rallier. La paysanne, ça c'est simple, vous dites, je rallie la paysanne. À ce moment-là, la paysanne va devant vous, face visible. Donc c'est une 8e carte qui ne compte pas dans la limite de 7 dans votre main, mais qui comptera pour le scoring de fin de partie. L'artisane, vous pouvez aussi la rallier, mais il faudra montrer une autre artisane de votre main pour pouvoir la rallier. Donc il faudra en avoir une deuxième dans la main. Aussi simple que ça. Voilà, c'est un tour, tout le monde fait ça. Ok, seconde manche, on retourne, on rajoute ça et on recommence. On fait ça 6 fois et on compte les points. Aussi simple. Mais chaque caste a ses petits pouvoirs. Les bleus, ils sont tous un peu différents. Ils peuvent vous donner des points supplémentaires pour certains objectifs, parce qu'ils peuvent être comptés pour n'importe quelle valeur impair ou n'importe quelle valeur pair. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Bref. Les verts et les oranges, vous avez vu les pouvoirs, c'est le ralliement pour avoir des cartes en plus. Le chevalier, vous pouvez transformer un autre paysanne, artisane ou bourgeoise ou ministre en chevalier, donc ça peut être pour la caste ou pour d'autres choses comme ça. Vous avez la bourgeoise, on l'a là, vous pouvez défausser 2 bourgeoises de votre main, donc les mettre au centre de la table, et récupérer 2 cartes, n'importe lesquelles, parmi le centre de la table ou la pioche à l'aveugle. Vous avez la noble qui fait un peu pareil, vous défaussez une noble et une autre carte, n'importe laquelle, là vous récupérez 2 cartes aussi, mais que depuis la défausse commune. Vous avez ce bon clair qui peut compter 2 fois pour l'objectif. L'union fait la force, l'objectif qui est toujours là. Et enfin, le petit truc funky, dans chaque boîte, vous avez une carte bouffon. Il n'y en a qu'une, il y en a 4 différents, donc vous ne saurez pas quel bouffon vous aurez dans la boîte. Et ils ont tous des petits pouvoirs différents. Donc c'est assez cool. Voilà, donc Cabrizura, nous on a beaucoup aimé, parce que déjà on aime bien Fantasy Realms de base, et on a bien aimé celui-là. C'est un peu moins pur que Fantasy Realms, parce que Fantasy Realms c'est vraiment la pureté qui fait sa force, mais ici on a trouvé ça assez cool, le petit truc des objectifs qui se révèlent au fur et à mesure de la partie, et du coup il y a une petite dose d'adaptation qu'il faut avoir en plus que Fantasy Realms, et du coup si vous connaissez pas Fantasy Realms, il va falloir toujours ici faire des choix. C'est vraiment le mot clé, il va falloir traquer un peu, suivre ce que font les autres, ce qu'ils défaussent, ce qu'ils ont pris pour pas leur donner les bonnes cartes et peut-être nous les garder pour essayer d'en faire quelque chose pour éviter de leur donner, etc. Enfin, c'est plein de petits dilemmes en permanence. C'est très chouette. Et dernier jeu, enfin, qui est sorti la semaine dernière et qu'on a reçu en retard, Gigamic encore, comme cette semaine pour Kingdom Crossing et Gwent. C'est Arceus, ce petit jeu enfant que vous avez ici. Un autre jeu coopératif, c'est de 5 à 9 ans, ça m'énerve. Je le dis parce que je le lis, mais bref, à partir de 5 ans, parce que moi je veux jouer avec ça tous les jours dans des jeux experts. Genre juste trop bien quoi. Bref, à partir de 5 ans, c'est 2 à 4 joueurs, c'est coopératif. Votre but du jeu, ça va être de gagner des petites étoiles qu'on va voir sur les petits plateaux dinosaures qu'on a ici. Pour gagner ces étoiles, il va falloir trouver les bonnes tuiles correspondantes en mode un peu puzzle. Si vous réussissez à former tous les puzzles, sachant que vous en avez quand même plusieurs, et à trouver l'œuf qui donne des points, qui est en dessous là, parce que vous avez un plateau en genre triple couche, donc il va falloir creuser pour déloger le petit œuf qui se cache dans la boîte. À votre tour de jeu, c'est assez simple. Oup. Oh, qu'est-ce que j'ai des marteaux, ça va nous permettre de réparer nos pelles. Parce que ça va être nos vies, parce que nos pelles vont être rapidement cassées. Est-ce que j'ai de la chance? Non. Là, j'ai 5 cailloux, par exemple. 5 cailloux, c'est pas bien. Un caillou, ça peut être une pelle. Des pelles, vous n'en avez pas 15 000. Donc ça, là, il faudra utiliser un jeton brouette. Ça a l'air vachement bien. Donc vous utilisez votre jeton brouette, les 5 cailloux, ils sont écartés. Mais la brouette, c'est qu'une seule fois. Mais il y a des tuiles qui vont vous permettre de vous en donner d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Le marteau, ça répare les pelles. Cailloux. La loupe, ça permet de regarder à 3 cailloux. Ici, ces 3 cailloux, les gars, on va pas creuser. Et sinon, vous avez les dinosaures, si on les trouve. Hop, je le trouve ça, je le pose ici. Etc. C'est pas facile à gagner en vrai. Je pense que c'est chaud même. Je pense que c'est chaud, mais c'est trop cool quoi. Enfin, je sais pas, n'importe quel gosse il va kiffer faire ça, il va même jouer tout seul quoi. Le matos c'est tellement dingo, même si c'est compliqué de gagner, on éprouve du plaisir sans aucun problème. Donc nous on aime beaucoup celui-là, vraiment très chouette. À noter, vous ouvrez la boîte, vous êtes prêt à jouer, c'est déjà setup. Donc ça c'est cool en vrai. Le resetup sera un peu plus chaotique disons, mais vraiment quand on a ouvert la boîte nous pour le mettre en démo, on a fait oh ah bah voilà, rien à faire, trop bien.
Bref, c'était Arkeo. Voilà, on va parler maintenant des choses qui fâchent, entre guillemets, des jeux qu'on n'a pas pris. Alors du coup, on va parler du truc, des choix qu'on fait un peu, vite fait. Bon, pas surtout, hein, parce qu'en ce moment, c'est une vingtaine de jeux qui sortent chaque semaine, donc ça peut être un peu long. Mais de celles où on a vraiment fait un choix en mode, c'est non parce que il y a plusieurs raisons qui font que, tout simplement, parce qu'il y a plein de jeux qui sortent, il n'y a pas tous en soi entre guillemets bons, il y en a qui sont moins bons que d'autres forcément, mais au bout d'un moment il faut faire des choix en fonction de notre public à nous, en fonction des prix, en fonction de la direction artistique, etc. etc. Mais je crois que j'avais fait le même pitch la dernière fois, donc on va arrêter. Du coup, on n'a pas pris Emblem par exemple. Emblem, donc c'est un jeu qui sort chez Savannah Game, qui est un jeu où vous allez à chaque tour jouer une carte tous face cachée, sachant qu'on a tous les mêmes cartes personnages, on va les révéler en mode un peu programmation en même temps, on va les placer sur des lignes à certains endroits en fonction des valeurs, on va faire les pouvoirs en fonction de qui est à côté, quoi. Ça rappelle un peu Courtisan dans la vibe, ça rappelle un peu Oriflamme, mais pour nous, Oriflamme et Courtisan font mieux la chose. Là, on a trouvé que c'était trop chaotique, on n'a pas vraiment on a l'impression d'avoir le choix en choisissant sa carte, en se disant ok là ça va faire ça, mais comme tout le monde va jouer une carte aussi et que ça va un peu décaler les lignes, ils vont truquer un jeu qui va complètement vous contrer. On a trouvé qu'il n'y avait vraiment pas assez de contrôle pour avoir ce petit sentiment yes, j'ai été malin quoi. Donc on l'a pas pris. Voilà. Peut-être qu'on se mord dans les doigts, on verra plus tard. On n'a pas pris aussi Arigato, le avant-dernier jeu de Ludonote, du coup, parce qu'ils ont limite leur dernier jeu qui va arriver en fin d'année, et ça c'est trop bien pour le coup. On en reparlera quand ça sortira, mais moi j'ai hâte de jouer à ça, cette chose, ce petit truc. Enfin, ce petit truc, c'est une grosse boîte. Bref, Arigato, on n'a pas pris parce que plusieurs points en soi, on l'a trouvé trop solo, même alors que c'est un jeu à plusieurs et qui a un draft, parce qu'on est vraiment plus centré sur ce qu'on fait. Donc on n'a pas joué à deux. À deux, ça doit être beaucoup moins centré, enfin ça doit être moins solo, on peut un peu se regarder, mais à partir de 3, vous devez gérer vos cartes, vous devez gérer les cartes que vous donnez aux autres joueurs, vous devez choisir les cartes, donc que vous jouez, les cartes que vous défaussez, donc un peu la Hit Wonderful Forward, parce que quand vous défaussez une carte, vous gagnez des ressources que vous allez pouvoir utiliser. On trouve on fait un peu du combo de cartes, un peu de construction de jeu, de moteur qu'on détruit, qu'on reconstruit, mais pour nous, il y a d'autres jeux qui le font un peu, et en mieux, celui-là, un peu... Enfin voilà, on a trouvé qu'il y avait d'autres titres qui étaient un peu mieux, surtout d'autres qui vont arriver en combo de cartes. Vous allez voir Heatherstone la semaine prochaine, qui est tip top. Là, c'est vraiment que du combo de cartes, mais trop bien. Vous allez avoir Echoes of Time en fin du mois, jeu de construction de moteur, de combo aussi, mais là, il y a une vraie interaction, il y a un vrai truc intelligent avec ce plateau. Enfin bref, on n'est pas sur. Bref, voilà. Donc, mauvais moment, mauvais timing, tout simplement, quoi. Ça arrive. C'est la vie des jeux. On n'a pas pris Tesoros aussi, gros jeu expert, très thématique pour le coup, ça, aucun reproche là-dessus. Système d'action malin, parce que vous allez devoir à chaque manche, sur plusieurs tours, calculer votre budget, donc calculer combien va coûter chacune de vos actions. Donc vous allez mettre des sous dans des secteurs, le secteur de recherche, le secteur de fouille, etc. C'est un jeu où on va aller envoyer des kayaks en haute mer pour descendre dans l'eau, pour trouver des trésors, pour ensuite aller dans les musées, pour les vendre, faire des points. Mais on a trouvé après que c'était très thématique, oui, mais entre guillemets, que ça manquait peut-être d'épure, qu'il y a un peu trop. Bon, je dis ça alors qu'on vient de voir Edora et où il y a 15 000 actions, mais ouais, non, on a trouvé peut-être trop d'actions pour rien, entre guillemets, voilà. Moi, un peu plus lisse, ça aurait peut-être été mieux. Enfin, après, c'est notre avis, bien entendu. Au niveau des techs aussi, on a trouvé ça dommage, parce que des fois, vous allez devoir, pour aller dans l'eau, il faut chasser un requin ou le shoot, quoi. Ouais, ça tue des requins dans le jeu. Il vous faut un sonar, etc. Mais s'il n'y a pas les techs, vous pouvez pas. Il y a du coup une action un peu Becky, comme moi je l'appelle, en mode vous avez une action pour tuto n'importe quelle technologie pour débloquer la situation. Et c'est un peu trop long pour le coup, pour le truc que ça propose, quoi. Voilà. Dommage, on aurait bien aimé l'aimer. De Cédric Millet, qui est l'auteur aussi de Behind, donc on voulait l'aimer, mais non. Et puis aussi, en expert, on fait des grosses sélections. Ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, loin de là. C'est juste que comme on n'a pas
énorme public expert, on prendra beaucoup moins de jeux dans notre rayon expert. On va être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus vil et méchant dans notre sélection, mais on va prendre en boutique vraiment ce que nous on trouve entre guillemets assez ouf, genre Edora, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre récemment en expert de ouf. Bah, pas attends. Ouais, mais à venir, il y a par exemple il y a Tebaï et Ant que nous, ils nous ont beaucoup plus chauffé et les retours sont beaucoup plus positif, on va dire, que pour Tezos. Parce que bah oui, le jeu expert, on peut pas les tester, et à la lecture des règles, c'est difficile de se rendre compte. Donc bah, on lit beaucoup de choses, beaucoup d'avis sur Board Game Geek, sur YouTube, si des gens ont joué, ont donné leur avis, etc. Et nous, on voit avec ça. Voilà, tout simplement. Alors, autre jeu qu'on n'a pas appris, Couronne de Cendre chez Pixie Game. Très beau jeu, pour le coup. Ça, c'est propre. Pour nous, là, déjà, un gros défaut, c'est qu'il y a 2-3 joueurs moins d'intérêt qu'à 4. Genre à 2-3 joueurs, je veux jouer un autre jeu. À 4, ok, mais à 2-3 joueurs, c'est bof. Déséquilibrage aussi dans les cartes que tu peux construire dans certains pouvoirs ou si t'es premier joueur. Et du coup, relou. C'est de la conquête de territoire, de la contrôle de zone, mais avec un petit fond, alors vraiment léger, mais fond gestion de ressources, tout ça un peu Eurogame entre guillemets. Et on a trouvé que ces deux pans-là du jeu n'étaient pas non plus si bien faits, entre guillemets. Et en plus de ça, ce genre de jeu, il y a un public chez nous, mais il n'est pas aussi initié, on va dire, pour du jeu de conquête de territoire. Et du coup, bah, pour nous, on n'a pas la cible, surtout aussi, pas le public à qui vendre celui-ci, quoi. Voilà. Oui, je regarde mes feuilles, parce que plein de choses. Splendor Kids, du coup Splendor Kids, bon, on l'a pas pris. Dixit Kids arrive, et ça c'est de la balle pour le coup, l'édition est dingo, le travail qui a été fait est assez ouf. Splendor Kids, on a été un peu déçus. On retrouve pas vraiment un Splendor déjà, parce que c'est un jeu de course, donc oui, c'est mieux pour l'enfant parce qu'il visualise ce qu'il faut faire. Hop, on fait la course, quoi. J'entends, mais déçu du coup que ce soit Splendor Kids. Ça aurait pu être un jeu de course qui s'appelle pas Splendor. Mais bon. Le plateau, on l'a trouvé super surchargé, quoi, parce que vous avez plein de chemins différents comme ça. Certes, l'enfant peut se dire, bon, bah, je prends ça, parce que ça va servir là, à mon tour pour les ressources, parce que ça reprend le principe, à chaque tour, je prends des ressources où j'utilise pour avancer. Vous avez aussi une légère un peu construction de moteur vite fait, un peu la Splendor, parce que Splendor, vous achetez un bâtiment, ça fait la ressource ensuite pour les prochains tours. Là, vous avez des ressources que vous mettez sur votre petit plateau, vous les retournez à l'utilisation. Après, il faudra se souvenir quand vous devrez en retourner certains, que bah, ici c'est le rouge qu'il vous faut, ici c'est le vert. Du coup, on s'est dit, bon, pourquoi la mémoire insérée ici? Bref, voilà. Donc Splendor Kid, on n'a pas accroché, perso. Viva Katrina, qui sort chez Flying Game de mémoire. Donc jeu de pose de tuiles, entre guillemets énième, hein, parce qu'il y en a beaucoup des jeux de pose de tuiles, et celui-ci on n'a pas trouvé qu'il se démarque formidablement bien du reste de ce qui est déjà sorti, et on le trouve très joli, mais la lisibilité à la fin sur le plateau c'est compliqué quand même. Il y a plein de couleurs, c'est mexicain, la fête des morts, du coup bah, c'est sûrement à la lecture des règles, on n'a pas trouvé ça fondamentalement mauvais, ça doit être bien, bon, mais il y a déjà beaucoup de jeux de pose de tuiles, ils sont déjà, entre guillemets, beaucoup, et ils sont déjà très bien, et celui-là se démarque pas, donc on ne le prend pas en boutique. Moonshine aussi chez Blam. Perso, je voulais l'aimer, j'aime beaucoup Blam, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais un peu embêté, quoi. Genre, à chaque tour, on lance des dés, tu choisis ce que tu donnes à tout le monde, ce que ce sera un lance de dés pour des ressources que tout le monde va utiliser. Donc déjà, la fluidité du jeu, un peu pas folle, entre guillemets. Ensuite, bah, tu vas faire un genre de moteur de jeu de collection, on va dire aussi, pour essayer d'engranger des dés supplémentaires que les autres peuvent pas utiliser, ou des points, etc. Mais il n'y a pas trop de montée en puissance. Et du coup, on a trouvé ça un peu trop long pour ce que ça fait, et répétitif aussi. Voilà, donc on l'a pas pris, on a préféré un peu dans, on va dire, la même catégorie, entre guillemets, les derniers droïdes, que nous on a beaucoup aimé pour le coup, surtout à 4 joueurs. Tac, tac, tac. Astronaut aussi, donc distribué par Matago. Enfin, localisé par Matago, distribué par Sophie Meeple, mais bref, on s'en fout. Astronaut, c'est Ion's End, rethématisé en mode Power Ranger de l'espace. Du coup, déjà, moi, ça passe pas. C'est genre lycée pour le grand public, ça perd son identité, et
ça veut alors j'imagine c'est bien marketingment parlant, mais Iron Hand, c'est très bien comme c'est soit on aime, soit on n'aime pas, c'est tranché, c'est cool. Là, ça devient un peu passe-partout, quelconque au niveau de la DA et de l'univers, donc ça c'est triste. Après, niveau éditorial, c'est mieux qu'Iron Hand, parce que tout est l'expérience de jeu en termes de trucs que tu bouges, etc., est meilleure, ça j'en conviens, mais après vous avez un marché de cartes que vous achetez, parce que c'est du deck building, forcément c'est un N, et aléatoire, vous n'avez pas un tas qui dit bah ça c'est ça la Dominion, là vous achetez une carte, il y a une nouvelle carte derrière, et du coup complètement random, tu perds un peu ta capacité à vraiment faire de la stratégie pure, il y a un aspect un peu chance entre guillemets qui va intervenir, et du coup ça on n'a pas du tout adhéré, et ça reste en plus une boîte à toujours 50 balles, du coup c'est assez rush, et tout ça fait que c'est bon quoi. Voilà. Et on est bon, je crois qu'il y a plein d'autres sorties hein, bien entendu, mais celle-là c'était celle qu'on voulait vous partager nos choix en tout cas, j'espère que je l'ai bien fait. Bref, des bisous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles sorties, notamment Etherstone et Epic Team aussi, chez Matago qui est très bien. Salut!